vamos a continuar con el seminario del profesor François Host, ahora con el tema de fuentes del derecho. Como la dinámica de ayer, primero su exposición y después abrimos el espacio de preguntas y respuestas. Merci, professeur Boniface. Merci une fois de plus de votre accueil ici au CIDE. Bonjour à tous et à toutes. Et je suis très heureux de pouvoir poursuivre aujourd'hui notre réflexion commune sur la théorie du droit à partir d'une question extrêmement basique, extrêmement simple, mais fondamentale pour nous les juristes. Quelles sont les sources du droit? On ne peut pas trouver une question plus simple et plus importante. C'est la question de savoir quel est notre matériau de base, sur quoi travaillons-nous, quels sont les textes qui font autorité. C'était une question qui ne posait pas trop de problèmes jusqu'à quelques années. On se contentait de s'interroger sur des questions limites, en sachant que, selon ce que nous avons exposé hier, la loi était évidemment la source centrale de nos systèmes juridiques, positivistes, étatistes, légalistes. Nous disposions d'une constitution dans la plupart des pays, nous disposions de codes qui rassemblaient les lois établies et nous n'avions pas trop d'angoisse à nous faire, pas trop de soucis. Nous savions que la jurisprudence appliquait la loi, que la doctrine en faisait un commentaire savant. Nous savions que survivaient en marge de la loi quelques coutumes. Bref, la hiérarchie des normes, le catalogue des sources était relativement peu problématique. Les questions qu'on se posait, c'était de savoir, par exemple, si la jurisprudence était source de droit, et on distinguait entre les pays de common law et les pays de droit continental. Ou bien on se demandait si la doctrine était source de droit, et on rappelait qu'en droit international public, selon l'article 38 du statut de la Cour internationale de justice, la doctrine pouvait être source du droit. Bref, on discutait ces questions, mais ces questions n'étaient pas vraiment fondamentales dès lors que l'immense majorité des textes applicables étaient de nature légale. Elles provenaient de l'État, elles étaient garanties par la sanction et leur caractère juridique ne faisait pas de problème. Et voilà qu'aujourd'hui, avec les transformations du droit et de l'État, toute cette situation se calme, cette certitude se transforme. Nous rencontrons toutes sortes d'anomalies, pour reprendre le concept que nous avions introduit hier. Par exemple, nous rencontrons quantité de sources du droit non étatiques. Donc des textes qui font autorité, qui exercent de toute évidence des effets de droit, mais dont l'origine n'est pas étatique ni même publique, donc des textes privés. D'autre part, nous rencontrons aujourd'hui quantité de sources du droit qui ne sont pas accompagnées de la sanction, donc qui ne sont pas contraignantes, soft law, des recommandations, des directives. Et nous nous demandons, est-ce là des sources du droit? Ensuite, nous rencontrons aujourd'hui quantité de textes qui exercent des effets juridiques dans notre ordre juridique interne, mais qui ne sont pas d'origine nationale. Et enfin, quatrième source de perplexité, quatrième anomalie, nous rencontrons quantité de normes qui exercent des effets normatifs que nous aurions envie d'appeler des effets juridiques et qui ne sont pas directement juridiques, comme des normes comptables ou des normes managériales. Permettez-moi de donner quelques exemples dans les différentes branches du droit, parce que ce sont toutes les branches du droit qui sont affectées par le phénomène.
En droit privé, ou en droit économique privé, nous rencontrons les codes de bonne conduite que les entreprises adoptent plus ou moins spontanément. Nous rencontrons des contrats types, des actes juridiques standards, des clauses juridiques standards qui sont appliquées dans d'innombrables actes juridiques qui ont des effets juridiques évidents. Comme la loi, elles ont un effet général bien au-delà du contrat particulier, et on se demande, est-ce que c'est des sources juridiques? En droit administratif, nous rencontrons ce qu'on a pu appeler des petites sources, des sources situées très bas dans la hiérarchie normative, et pourtant qui sont extrêmement effectives, qui ont un effet extrêmement pratique sur le terrain. Je pense à des circulaires ministérielles, à des directives, à des notes de service adoptées au sein même des administrations. Permettez-moi de donner un exemple dans une matière que je connais mieux. J'ai été très longtemps vice-recteur de mon université, et donc j'ai dû beaucoup travailler à la législation universitaire. Eh bien, je peux vous dire que les textes, les normes qui étaient les plus importantes dans la pratique, c'était les interprétations données par les délégués du gouvernement, les représentants du ministre de l'Éducation supérieure, des interprétations de textes. Or, cette source de droit-là n'existe pas. Les interprétations collectivement données par les différents délégués de gouvernement dans les différentes universités, ça n'existe pas, ça n'a pas de nom, c'est un objet juridique non identifié. Et je peux pourtant vous dire que la règle qui était finalement vraiment appliquée au problème, c'était ces directives d'interprétation. En droit des étrangers, avec la question très, très, très touchy en Europe des problèmes d'immigration, ce sont les normes adoptées par les administrations en charge de l'immigration qui sont véritablement les normes décisives sur le terrain. Les avocats peuvent toujours se référer à la Constitution, à la Convention européenne des droits de l'homme, mais ils savent très bien que la norme effective sur le terrain est extrêmement basse et n'a même pas vraiment de nom dans la hiérarchie des normes juridiques. En droit de la santé, en droit de l'environnement, nous rencontrons quantité de textes qui relèvent du soft law, qui ne sont pas vraiment sanctionnés, qui sont des incitations, des encouragements. En droit du travail, nous rencontrons les conventions collectives du travail, qui est très importante dans des pays comme la Belgique ou l'Allemagne, qui ont une tradition de négociation entre le patronat et les syndicats. Ce sont des accords, des espèces de traités, des conventions, mais qui vont avoir des effets bien au-delà de l'entreprise et du syndicat qui ont signé l'accord. En droit économique international, les décisions des arbitres, les sentences arbitrales, ont-elles, oui ou non, un rôle de source du droit, donc un effet juridique au-delà du dossier qui est tranché. En droit fiscal, nous avons une pratique que nous appelons d'un mot anglais le ruling, qui consiste pour un opérateur économique à poser à l'avance à l'administration fiscale la question de savoir si j'adopte tel comportement économique, est-ce que je serai taxé, ou bien de combien est-ce que je serai taxé? Si j'adopte tel comportement économique, est-ce que vous allez l'accepter ou pas? Et l'administration fiscale rend à l'avance un avis positif ou négatif. Je ne dois pas vous faire de dessin, vous comprenez l'importance économique de ce type de réponse. Mais un jour ou l'autre, elle va être discutée devant un tribunal et la question va être posée, est-ce que ce ruling, est-ce que cette réponse donnée par un fonctionnaire de l'administration fiscale vaut source de droit? Encore un exemple, en droit constitutionnel, dans des pays constitués de façon fédérale comme le Canada ou la Belgique, il est très difficile politiquement de modifier la Constitution parce que les
les enjeux politiques sont extrêmement délicats entre, par exemple, le Québec et le reste du Canada. C'est la question de la francophonie, comme vous savez. Eh bien, ce qu'on observe dans ces deux pays que je connais un peu mieux, ce sont des ententes constitutionnelles, des accords entre les partenaires. Par exemple, en Belgique, entre la région wallonne et la région flamande, ou le Québec et les autres régions du Canada. Et ces accords constitutionnels, en réalité, ont pour effet d'interpréter et très souvent de contourner, voire d'abroger implicitement, un article constitutionnel. Donc en réalité, ce sont des révisions de la Constitution qui ne disent pas leur nom. Voilà, je pourrais continuer comme ça très longuement la liste des anomalies, ou en tout cas des questions qui remettent en discussion le petit catalogue bien rassurant des sources du droit dont je parlais, et qui nous oblige à reprendre toute cette question à frais nouveaux. Et j'annonçais hier que le Conseil d'État français, dans une étude, un avis rendu l'an dernier, a décidé d'accepter de prendre au sérieux cette anomalie et désormais de prendre au sérieux les manifestations de soft law administratif. Donc, les circulaires, les directives dont je parlais tout à l'heure, pour la raison que nous avions discutée hier, qui est une raison normative, qui est une raison juridique. En effet, dit le Conseil d'État, si l'on continue à considérer comme n'étant pas une source du droit ces petites sources, eh bien alors elles échappent au contrôle juridictionnel. Et ça veut donc dire que la protection, la garantie, par exemple, des droits fondamentaux des citoyens est affaiblie. Donc si l'on veut, dans un but juridique, renforcer le contrôle juridictionnel, il faut prendre au sérieux ces sources qui ne disent pas leur nom. Le séminaire de recherche de mon université, qui s'appelle le séminaire interdisciplinaire d'études juridiques, a décidé il y a 4 ans de travailler sur ce sujet, et nous avons publié l'an dernier 4 volumes faisant plus de 3000 pages. Je ne les ai pas amenés avec moi parce que j'aurais dû payer un supplément de valise pour les 4 volumes. Il y a une septantaine, 67 contributions qui ont été faites, qui analysent les différents aspects de cette problématique. Et j'ai été chargé de faire les conclusions générales de cet immense travail de recherche collectif. C'est le résultat de ces conclusions que je voudrais résumer ici au cours de cette conférence. Et je vais commencer pendant un quart d'heure, 20 minutes, par développer la métaphore des sources pour bien faire comprendre mon propos. Donc, nous allons jouer le jeu pendant 22 minutes de l'image ou de la métaphore des sources pour bien comprendre de quoi il s'agit. La métaphore des sources dans la pensée juridique occidentale semble remonter à Cicéron, donc l'avocat, philosophe romain Cicéron, qui utilise pour la première fois le terme source du droit, fons iuris. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, et je commence par là, c'est que dans la même phrase où il fait allusion aux sources du droit, fons iuris, il utilise un autre mot pour viser la même idée, mais vous allez voir que c'est totalement différent. Il utilise le mot souche du droit. Alors en plus en français c'est un beau jeu de mots, source du droit ou souche du droit. En latin, stirs iuris. Donc Cicéron, pour parler de l'origine du droit, utilise dans la même phrase le mot source du droit et le mot souche du droit. Alors arrêtons-nous un instant, puisque depuis hier nous avons décidé de prendre au sérieux les images et les métaphores. Je vous avais dit que les images et les métaphores, peut-être un des signes des paradigmes, révélateurs du paradigme. Eh bien, en effet, selon que vous choisissez
souche ou source du droit, vous adoptez en réalité deux paradigmes différents. La souche du droit, c'est quelque chose de solide. Cela renvoie à l'arbre, cela renvoie à un catalogue fixe de règles de droit, de sources du droit, de règles de droit. Donc c'est de toute évidence un renvoi au paradigme de la pyramide. Tandis que si l'on réfléchit en termes de source du droit, on évoque l'eau, c'est-à-dire un élément fluide et liquide, et de toute évidence, on est dans quelque chose de plus mobile, de plus flexible, c'est le paradigme du réseau qui est visé. Eh bien, je pose la question. Lorsque on le ramène à ces éléments fondamentaux, à quoi se ramène cette image traditionnelle des sources telle qu'elle est utilisée dans la doctrine juridique positiviste? Elle renvoie, me semble-t-il, à ces cartes de géographie colorées qui ornaient nos salles de classe et qui nous montraient, sous la rubrique fleuve de Belgique, de France ou du Mexique, qui nous montraient le tracé des cours d'eau, tout petits à leur origine, et puis qui coulaient vers la mer en s'élargissant et en bénéficiant de l'apport des affluents et des confluents, donc des rivières qui venaient grossir le flux de ces fleuves. Cette leçon de géographie consistait à savoir énumérer tous ces cours d'eau sans en oublier aucun. Il fallait distinguer leurs affluents et leurs confluents et dire aussi les villes qu'ils traversaient. Ce modèle était utile, ce savoir était utile comme toutes les connaissances de base, scolaires, pédagogiques et classificatoires. Ce savoir était rassurant et sans surprise, car tout coulait de source, des hauteurs de la montagne vers la mer. Tout s'agençait harmonieusement. Le fleuve attirait à lui les ressources des rivières, qui elles-mêmes se nourrissaient des petits ruisseaux. Et pourtant, cette image ou ce savoir était réducteur et à bien des égards trompeur. Je le ramène à 5 caractéristiques principales. Première caractéristique, une territorialité artificielle qui se limite, qui s'enferme dans les frontières politiques des États. Deuxième caractéristique, une représentation superficielle au sens propre du mot, ça veut dire qu'il ne se préoccupait que des eaux de surface, que de ce qui se voyait à la surface. Troisième caractéristique, une conception strictement hiérarchisée, une fois de plus, puisque chaque cours d'eau se voyait assigner un rang, fleuve, ruisseau, fleuve, rivière, ruisseau, petit ruisseau, donc un rang déterminé dans la classification. Quatrième caractéristique, une orientation unidirectionnelle. Selon l'adage, en tout cas en français, tous les fleuves coulent vers la mer. Et enfin, cinquième caractéristique, un temps, c'est très important d'étudier le droit en rapport avec le temps, un temps instantané. On considère que, au point origine X, la source jaillit à l'instant T, selon l'adage fiat fons fiatius, comme si, par une sorte de coup de baguette magique, l'eau coulait de source à l'endroit X, à l'instant T. On aura facilement reconnu les grandes lignes du paradigme étatiste, légaliste classique, le modèle pyramidal, dans les 5 caractéristiques que je viens de relever. Faisons, si vous le voulez bien, ensemble l'exercice. Donc, je reprends mes 5 points. Premier point, une théorie des sources qui reste centrée sur l'État. L'État comme producteur de sources du droit, même si l'on reconnaît qu'il y a des sources supra-étatiques ou infra-étatiques,
tout le modèle reste centré autour de l'État. Deuxièmement, une théorie des sources formaliste qui s'interdit de penser les influences concrètes, politiques, sociales, idéologiques qui s'exercent sur la production juridique. En ce qui concerne ces influences politiques, idéologiques, tout cela est renvoyé à ce qu'on appelle les sources matérielles dont le juriste sérieux ne s'occupe pas. C'est le domaine des sociologues ou le domaine des philosophes, mais pas le domaine des juristes positivistes. Troisième caractéristique, une théorie des sources qui ne pense les relations entre celles-ci que sous la forme hiérarchique, le rapport supérieur-inférieur ou important-secondaire. Toutes les autres formes de rapports qui peuvent s'établir entre ces éléments sont oubliées, on ne retient que le rapport de type hiérarchique. Quatrièmement, une théorie des sources qui est pensée dans une perspective strictement unidirectionnelle. En effet, s'il s'agit de chercher le fondement de la validité d'une norme juridique, on va exclusivement la rechercher vers le haut, comme un ascenseur qui monte vers les étages supérieurs. Si on s'interroge sur la validité de la loi, vous allez vous demander si elle dérive de la Constitution. Et pour ceux d'entre vous qui connaissent Kelsen, il se pose la question, d'où vient la validité de la Constitution? Et il va remonter encore un étage de la pyramide jusqu'à une norme fondamentale, Grundnorm, qui est la source de toute validité de l'ensemble du système juridique. Et enfin, sur le plan du temps, rappelez-vous, c'était mon 5e point, eh bien, on a une temporalité qui n'est pas arrêtée, qui n'est pas fixiste, mais qui est instantanéiste et comme syncopée, c'est-à-dire un temps qui ne pense pas les liaisons, les transformations, les changements profonds et lents et souterrains, mais qui ne voit les sources du droit qu'au moment précis de leur officialisation. Donc le jour où on adopte une loi, le jour où on abroge une loi, et la vie du droit est ainsi scandée entre des moments dont on ne comprend pas les évolutions et les transformations. La doctrine juridique classique utilise la métaphore des sources, mais pense les sources du droit plutôt en termes de souche, et en réduisant les virtualités de la métaphore des sources, en les dénaturant en quelque sorte, comme je viens de le montrer, à l'aide des 5 caractéristiques. Quant à moi, ce que je voudrais faire, c'est de prendre au sérieux cette métaphore des sources et d'en penser toutes les virtualités, dès lors que, comme j'ai essayé de le dire, elles se rapportent au modèle qui a ma préférence, au modèle du réseau, alors que la doctrine, qui pourtant utilise le mot source, pense ces sources plutôt dans le cadre du modèle de la pyramide, c'est-à-dire en termes de souche du droit. Donc, maintenant, l'exercice auquel je vous invite consiste à reprendre mes 5 traits, mais à les reprendre selon le modèle du réseau, en utilisant la virtualité, toutes les ressources de cette métaphore. D'abord, rappelez-vous, le premier point, c'était l'enfermement dans le cadre national. Eh bien, aujourd'hui, nous savons bien, et les géographes qui étudient la réalité des sources sur le terrain nous le rappellent, nous savons bien que les frontières nationales ne représentent guère de pertinence pour penser le surgissement des eaux et des fleuves, leurs fluctuations, leurs tracés. Il est exceptionnel que les bassins hydrographiques, et les géographes parlent plutôt de bassins hydrographiques, il est exceptionnel que les bassins hydrographiques épousent les lignes administratives, les limites administratives ou politiques. Pour prendre l'Europe occidentale, un fleuve comme le Rhin, par exemple, passe dans plusieurs pays, l'Allemagne, la Hollande, la Belgique,
Et il en va ainsi de bien des fleuves, bien entendu. Eh bien, de même, dans le droit d'aujourd'hui, si de nombreuses règles portent encore une origine nationale, leur champ d'action et les influences dont elles procèdent débordent largement ces cadres formels. Deuxième caractéristique, je disais que la pensée juridique classique a une conception formaliste des sources, n'étudie que les eaux de surface. Eh bien, là encore, les géographes nous expliquent que les choses sérieuses ne se passent pas comme ça et qu'il faut penser non seulement les eaux de surface, mais ce qu'il y a en dessous. Comment traiter sérieusement des sources en ignorant le régime des eaux souterraines, alors que, nous explique-t-il, je n'ai pas été vérifié personnellement, mais 98% des réserves d'eau sont souterraines, contre 2% seulement pour les lacs et les cours d'eau. Et c'est donc si une source surgit au point X, c'est que d'immenses nappes d'eau souterraines ont stocké les eaux et que de sinueux parcours souterrains les font émerger en cet endroit plutôt qu'en celui-là. La pente du terrain, la nature du sol, le régime des pluies et bien d'autres facteurs contribuent à l'explication de ces mouvements. Dans la doctrine juridique, c'est Georges Ripert qui a eu le courage et la lucidité d'identifier ce phénomène dans un livre qui portait justement sur les forces normatives. Et je voudrais le citer, Georges Ripert disait ceci: le pouvoir politique, donc l'État si on veut, le pouvoir politique est la source de la loi, mais ajoute-t-il, la source ne jaillit que sous la pression des nappes d'eau souterraines qu'il est intéressant de découvrir. Des espèces de réserves potentielles de droit en instance de juridicité, dans l'antichambre du droit. Pour le dire encore autrement, on pourrait dire que si le pouvoir est à la source du droit, à l'entrée, si vous voulez, au point de surgissement, il n'est pas pour autant la source du droit. Donc vraiment l'énergie, la force ou l'inspiration ou l'idée dont procède le droit. Donc une plus grande attention portée à ces mouvements souterrains ou sous-marins permet alors de comprendre et d'anticiper les changements normatifs de surface. Pourquoi tout d'un coup du droit surgit? Pourquoi est-ce qu'il surgit à cet endroit-là et à ce moment-là? Dans la recherche collective qui avait été faite, certains de mes collègues avaient étudié les principes généraux du droit de l'environnement et ils expliquaient qu'au départ, ils relevaient seulement du soft law. On ne les prenait pas beaucoup au sérieux, c'était seulement des idéaux. On était incité à se comporter comme le prévoyaient ces principes généraux de l'environnement, et c'est progressivement, au terme de tout un travail de sédimentation, de solidification, que après 10 ou 20 ans, ils vont passer du soft law au hard law, ils vont être concrétisés, et finalement, en France par exemple, inscrits dans la Constitution. Si je prends mon troisième point maintenant, rappelez-vous, c'était la question de la hiérarchie entre les cours d'eau. Eh bien, de nouveau, les géographes, les spécialistes de ces questions assouplissent, complexifient l'image un peu simple de la hiérarchie des cours d'eau et vont utiliser le terme même que j'ai employé hier, ils vont parler de réseau hydrographique, de réseau plutôt que de hiérarchie. Par exemple, déjà, l'identification de la source, c'est-à-dire l'identification du point d'origine du cours d'eau, n'est pas aussi évidente que l'on le pense. Par exemple, je vais citer 2 exemples, le Nil. Les sources du Nil, je pense même aujourd'hui, sont encore discutées, et en tout cas dans l'histoire de l'exploration de l'Afrique,
a fait l'objet de nombreuses expéditions, le Nil blanc, le Nil bleu. Si vous allez à Rome, Piazza Navone, les plus belles places de Rome, vous avez une sculpture du Bernin qui représente 4 fleuves, et le fleuve Nil est représenté avec les yeux bandés, précisément parce que l'on n'en connaît pas bien la source. Et si vous prenez un autre exemple dans l'Himalaya, en Asie, le fleuve Gange, qui finit par baigner les Indes, eh bien, les hindous lui assignent 4 sources différentes, qui sont d'ailleurs 4 sources sacrées. Et en réalité, c'est un fleuve qui se nourrit d'innombrables torrents qui dévalent du haut de la chaîne de l'Himalaya. Sur le plan juridique, un auteur français contemporain, Stéphane Géry-Vernière, écrit « Les sources jaillissent de toutes parts, rendant vaine toute entreprise d'énumération. » Donc, c'est déjà une mise en question du point d'origine, la source. Et puis d'autre part, de nouveau les géographes et les spécialistes récusent le modèle hiérarchique en préférant le modèle du réseau, en montrant qu'il existe des cas dans lesquels l'effet devient la cause, où il existe certains mouvements hydrographiques qui font que les cours d'eau s'embouchent mutuellement, enfin se communiquent mutuellement. Cinquième caractéristique dont je parlais, pardon, la quatrième, c'était l'unidirectionnalité, le fait que les cours d'eau sont censés couler toujours dans une seule direction, du haut vers le bas, de la plaine vers la mer. Là encore, la situation concrète sur le plan géographique dément souvent cette affirmation. 3 exemples. Il y a des fleuves qui ne se jettent pas dans la mer, dans l'océan, mais dans des mers intérieures, ainsi le Jourdain qui se jette dans la mer Morte. Il y a des fleuves qui coulent à l'envers, comme en Afrique centrale, l'Okavango, qui prend sa source en Angola, vient se perdre dans le désert du Kalahari. Voilà donc un fleuve qui, en raison de mouvements tectoniques, de mouvements de la Terre, a changé de direction et littéralement s'évapore dans le fameux delta de l'Okavango, au milieu d'un des déserts les plus arides de la planète. Et enfin, au Cambodge, vous avez le Tonlé Sap qui, pendant une certaine saison, se jette dans le Mekong et à une autre saison coule à l'envers et vient remplir les eaux du lac du même nom, le lac Tonlé Sap. Eh bien, vous allez me dire que je fais ici un cours de géographie. Je veux exprès utiliser tous ces éléments de géographie pour vous montrer que les choses sont plus complexes qu'on le croit et que dans le droit aussi, la métaphore des sources peut nous renseigner sur ces phénomènes inattendus et complexes. Le droit ne coule pas toujours de façon unidirectionnelle. Il y a des contre-courants, si vous voulez. Il y a aussi donc du droit qui coule à l'envers, qui ne travaille pas toujours top-down, mais parfois bottom-up, un droit qui surgit des faits et qui finit par s'imposer. Il y a aussi des phénomènes d'évaporation normative, c'est-à-dire des cas dans lesquels la loi perd son effectivité, elle se heurte à des phénomènes de résistance, c'est ce que nous appelons la coutume négative ou la désuétude. Et là encore, une théorie réaliste des sources doit prendre en compte tous ces phénomènes. Enfin, cinquième caractéristique concernant le temps, rappelez-vous, le caractère soi-disant instantané de surgissement des sources, comme si le droit, par exemple le droit constitutionnel, n'existait
que du jour où la Constitution a été officiellement promulguée et publiée dans le journal officiel. Eh bien, en se concentrant ainsi sur le point d'origine, la source, la théorie classique se prive, je l'ai déjà dit 2-3 fois parce que c'est essentiel, se prive de la compréhension du mouvement et se condamne à des brusques changements dont elle ne comprend pas les transitions. Un peu comme si nous assistions à la projection d'un film de cinéma dont nous ne verrions qu'une image sur 20, de façon brusque et syncopée. Alors que la théorie des sources, si on prend au sérieux la métaphore, justement, nous propose toute une série de concepts qui permettent de penser les transitions et les évolutions. Ce sont les concepts de flux, de débit, de niveau ou d'étiage. Alors, il y a quelques auteurs, mais ils sont minoritaires, quelques auteurs qui proposent une théorie des sources qui intègre cette conception du temps, qui intègre la durée, la transformation et le mouvement, et qui ne se contentent pas de brusques instantanés. Par exemple, un auteur suisse qui s'appelle Pierre Mort, qui définit le droit comme un processus permanent de production de normes et non comme un ensemble fixe de sources. Donc ce qui est important, c'est le processus permanent de création de normes plus que l'identification instantanée de sources. Voilà, j'arrête ici l'exercice métaphorique, mais je pense qu'il n'était pas inutile. Je pense que l'image ou la métaphore donne à penser. Je dirais d'ailleurs demain dans la conférence sur le récit, dans le droit et littérature, je dirais la même chose pour le récit. Au fond, c'est le travail de l'imagination. L'imagination qui travaille par récit, par image, par métaphore, nous aide à penser, déclenche un mouvement de pensée, crée une intuition intellectuelle. Et à partir de là, nous pouvons commencer à raisonner. Nous pouvons commencer à travailler avec des concepts et des théories. Et les concepts et les théories trouvent toujours leur source, c'est le cas de le dire, leur mouvement initial dans une certaine projection de l'imagination. C'est pour ça que j'ai cru qu'il n'était pas inutile, pendant un quart d'heure, 20 minutes, de jouer le jeu de la métaphore hydrographique des sources. Alors, la suite de mon travail va consister dans le commentaire du tableau que vous avez sous les yeux et qui réfléchit non pas à un catalogue de sources. Donc, l'image que vous avez sous les yeux ne vous renvoie pas au catalogue familier des sources, constitution, lois, coutumes, traités internationaux, jurisprudence, etc. Le tableau a une autre fonction, puisque nous faisons ici une théorie générale du droit. Le tableau vise à rendre compte des différents sens du mot « source » dans la pensée juridique. Le mot « source » est un des termes les plus utilisés dans la pensée juridique. Mais il est plurivoque, il est équivoque, il est ambivalent. On l'utilise dans toutes sortes de significations différentes. Et cela m'a demandé plusieurs mois, une année entière de travail pour essayer de mettre un peu d'ordre dans ce foisonnement de significations. Et je suis arrivé au tableau que vous avez sous les yeux. À gauche du tableau, vous avez les significations de base. La source de quelque chose, c'est son origine, c'est sa genèse, c'est sa création. Mais cette origine, nous pouvons la penser dans deux orientations différentes. Ou bien de façon fondationnelle, ou bien de façon factuelle. Le niveau fondationnel, c'est le niveau de ce qu'on présuppose sur un plan idéal, sur un plan a priori. Cela vise les prémices intellectuelles qui fondent quelque chose.
Tandis que le niveau factuel est le niveau de la réalité observable. C'est ce qui se laisse observer comme étant les sources de quelque chose. Donc le niveau fondationnel, c'est ce qui est présupposé, le niveau factuel, c'est ce qui est observé. Alors je poursuis le commentaire du tableau. Et d'abord au niveau fondationnel, la source du droit peut être comprise comme sa source logique ou épistémologique, ses conditions de possibilité rationnelle, intellectuelle. L'exemple que je peux donner, c'est le néo-kantisme, enfin Kant qui cherchait toujours, le philosophe Kant qui cherchait toujours les conditions de possibilité de quelque chose, et je peux renvoyer en droit à la pensée de Kelsen, qui est un néo-kantien, et qui, justement, avec la norme fondamentale, la grande norme, pense avoir trouvé la source logique, transcendantale, épistémologique, la source de tout le système juridique. Mais vous pouvez aussi, et c'est mon point 1b, penser la source fondationnelle du droit dans un sens éthique ou politique. Et cela a une grande tradition dans la pensée juridique. Je peux en effet renvoyer ici à la grande tradition séculaire du droit naturel, qui, dans ses formes variées, depuis Aristote jusqu'à aujourd'hui, en passant par saint Thomas d'Aquin, par Locke, Rousseau, a essayé de penser une espèce de substrat, une sorte de base éternelle et universelle, immuable, qui serait le socle sur lequel vient s'appuyer le droit positif. Je pense par exemple au Code civil français, qui est un monument de positivisme juridique, puisque c'est un code. Eh bien, le principal auteur de ce Code civil français était le juriste Portalis, et il écrivait dans le préambule du Code civil, il écrivait ceci: il existe un droit universel et immuable, source de toutes les lois positives. Donc, l'auteur qui allait donner à la France son code le plus célèbre était intimement persuadé que ce code trouvait ses racines dans, quand je dis racines, je m'amuse moi-même parce que je parle comme Cicéron avec la souche du droit, trouvait ses racines dans ce qu'il appelait un droit immuable et universel, et il visait par là la raison comme variante du droit naturel. Bon, je laisse ce domaine fondationnel et je viens au domaine factuel, donc la source entendue comme ce qui s'observe, ce qui opère effectivement dans la réalité. Et là, je vous propose une nouvelle distinction, ce sont toujours des jeux de mots en français, force et forme, le 2A et le 2B. Donc la source du droit, ça peut être les forces créatrices du droit, ce qu'on appelle ces sources matérielles. Ce sont les facteurs, les motifs qui poussent à adopter telle solution juridique plutôt que telle autre. Et là encore, j'ai deux variantes, ça devient un peu sophistiqué. Le 2A1, la force créatrice s'entend alors comme les valeurs, les représentations, les croyances, les récits qui, effectivement, influencent le droit. Non pas idéalement, ce n'est plus mon droit naturel de tout à l'heure, c'est concrètement. Des sociologues du droit peuvent nous expliquer que si les gens adoptent telle pratique, que si le juge adopte telle jurisprudence, que si le législateur adopte telle loi, c'est parce qu'il croit à telle réalité, c'est parce qu'il partage telle valeur, telle représentation. Et moi qui travaille comme philosophe du droit, sous l'angle droit et littérature dont je parlerai demain après-midi, je pense beaucoup aussi aux récits, les récits fondateurs. Il suffit, qui peuvent être
des récits pour le meilleur ou pour le pire. Pour le pire, j'ai étudié, il faut parfois étudier des horreurs pour comprendre aussi les maladies du droit. J'ai étudié d'assez près les sources du droit nazi dans les années 1930 en Allemagne. Eh bien, on est frappé combien ce droit nazi est basé sur un récit. C'est le récit qu'on trouve dans le livre de Hitler, Mein Kampf, où il raconte, c'est un délire politique, il raconte que le peuple allemand est un peuple élu, qui a droit à un espace vital pour créer un empire de 1000 ans, le Reich allemand, et qu'il doit purifier les habitants et conquérir un espace vital. Donc, toute cette énorme machine du droit nazi trouve sa source matérielle, donc dans le sens ici, dans un récit qu'on peut identifier. Heureusement, le récit peut aussi être un récit libérateur, émancipateur. Je pense par exemple à la manière dont le président Obama a été élu aux États-Unis. Je pense qu'Obama a été élu parce que c'était un conteur, c'était un professeur de droit constitutionnel. C'est toujours intéressant de le rappeler pour nous autres professeurs de droit, mais c'était aussi un conteur magnifique. Et il rappelait aux États-Unis d'Amérique ce qu'elles ont de meilleur, c'est-à-dire leur tradition de pionniers cherchant une terre de liberté et d'affranchissement. Et donc, Obama est celui qui parvenait à rappeler aux États-Unis, après les années de George Bush, le récit fondateur de la nation même américaine. Ensuite, nous avons le point 2A2, où les forces créatrices s'entendent au sens des acteurs qui sont les plus influents, donc les agents du changement, les opérateurs de transformation, et puis aussi les rapports de force et d'intérêt qu'étudient les politologues ou les sociologues et qui peuvent expliquer les changements des sources au sens formel du terme. Et précisément, j'en viens alors au point 2b. Les sources sont entendues au sens de, cette fois-ci, le plus formel, de forme que revêt cette création de droit. Et à son tour, cette forme peut encore prendre deux aspects, un nouveau jeu de mots en français, le processus ou le produit. Le processus, c'est la procédure qui permet la création de la norme juridique. Et à son tour, les juristes distinguent une procédure qui peut être soit spontanée, informelle, originaire, et on vise par là la manière dont se construisent les coutumes. Il n'y a pas un pouvoir qui édicte une coutume, il y a des comportements sociaux spontanés qui s'accompagnent du sentiment que c'est obligatoire, que c'est du droit, et cela forme de façon informelle ou originaire, cela forme une coutume. Ou bien le mouvement, la procédure, le processus peut prendre une forme instituée, réglée par le droit, et ce sera par exemple la procédure législative qui nous explique comment est adoptée une loi, ou la procédure de négociation et de signature d'un traité international. Enfin, la forme que prend la création de la norme peut s'entendre dans un dernier sens, au sens 2B2, c'est-à-dire au sens du produit final. C'est ce que connaissent le mieux les juristes positivistes. C'était mon point de départ de tout à l'heure. C'est mon petit catalogue des sources du droit. Vous voyez, la boucle est bouclée. Ce sera le produit du mouvement de création de la norme. Constitution, loi, règlement, jurisprudence, doctrine, coutume, le petit catalogue de sources. C'était mon point de tout à l'heure, la boucle est bouclée. C'est en général la face visible de l'iceberg, encore une métaphore hydrographique. Ce sont les heureux moments de l'improvisation, de l'oralité. On est pris dans le mouvement de la parole et on
peut produire des nouvelles métaphores. Eh bien oui, c'est la face visible de l'iceberg. Vous savez que dans un iceberg, on voit seulement 1/7 de la masse. Les 6/7 sont sous-jacents. Eh bien, ça pourrait résumer tout ce que j'ai essayé de vous dire jusqu'ici. La doctrine officielle, positiviste, étatiste, légaliste ne voit que la face émergée de l'iceberg, le petit catalogue de sources, et tout le reste de mon tableau, il est en quelque sorte sous-marin, mais ce n'est pas pour ça ce n'est pas parce qu'il est invisible qu'il est inopérant, au contraire. Et justement, aujourd'hui, nous sommes confrontés à des anomalies parce que le petit catalogue de sources n'est plus du tout conforme à la réalité. Et je vous renvoie à tout ce que je disais tout à l'heure concernant les nouvelles sources non étatiques, non contraignantes, qui apparaissent parfois comme non juridiques et non nationales. Que pouvons-nous faire à partir du tableau que nous avons sous les yeux et dont je vous rappelle que son objectif était de rendre compte des différentes significations du terme source dans la pensée juridique? Eh bien, d'abord, j'insiste énormément pour dire que toutes les distinctions qu'il contient, fondationnelles, factuelles, force, forme, processus, produit, toutes ces belles distinctions dichotomiques ou binaires doivent en réalité être dialectisées, c'est-à-dire qu'il faut les comprendre non pas comme séparées, mais comme en interaction permanente. Les distinctions sont utiles sur le plan pédagogique, mais elles sont trompeuses sur le plan pratique, parce que la pratique mélange tout. Et donc, si nous voulons vraiment rendre compte de la réalité, nous devons toujours penser toutes les distinctions que je viens de faire comme étant intimement liées et en interaction. Donc, je suis fidèle à ma philosophie dialectique que j'exposais hier. Ainsi, par exemple, les sources formelles ne peuvent pas être comprises, interprétées, si on néglige les sources matérielles. Je le dis et je le répète, c'est mon credo, et qui suppose d'ailleurs une approche interdisciplinaire du droit. On ne peut pas se contenter de la fine couche explicitement juridique, ce que j'appelle la face immergée de l'iceberg. On ne peut pas se contenter de raisonner exclusivement dans les catégories juridiques. Si vous voulez comprendre comme universitaire ou mettre en pratique comme praticien du droit ou comme citoyen le droit, vous devez intégrer des dimensions sociologiques sur les sources matérielles du droit et vous devez intégrer une approche philosophique sur ses fondements logiques ou éthiques dont j'ai parlé au point 1. Alors, à partir du tableau que je vous propose, on peut faire différentes choses, mais dans le temps forcément limité d'une conférence comme celle-ci, je voudrais me contenter d'utiliser le tableau comme permettant comme une grille de lecture qui permet de situer n'importe quelle philosophie du droit, n'importe quelle théorie générale du droit en fonction de la place qu'elle occupe dans le tableau général. Donc c'est une grille qui est suffisamment large pour permettre de situer avec un assez grand degré de certitude n'importe quelle espèce de pensée juridique selon ses préférences, selon la zone du schéma qu'elle occupe. Si vous voulez bien, faisons l'exercice. D'abord, une pensée comme celle de Kelsen, théorie pure du droit. Pourquoi est-ce que je la choisis? Parce qu'elle influence encore durablement aujourd'hui la pensée juridique classique, le positivisme juridique. Eh bien, où se situe Kelsen dans le tableau? Eh bien, sur le plan fondationnel, elle occupe de toute évidence le point 1A, donc ça, je l'ai expliqué tout à l'heure,
avec la norme fondamentale qu'Elsen, de façon très courageuse, propose un essai de fondation logique et épistémologique du droit. Par contre, la jurisprudence était source de droit et on distinguait entre les pays de common law et les pays de droit continental. Ou bien on se demandait si la doctrine était source de droit et on rappelait qu'en droit international public, selon l'article 38 du statut de la Cour internationale de justice, la doctrine pouvait être source du droit. Bref, on discutait ces questions, mais ces questions n'étaient pas vraiment fondamentales dès lors que l'immense majorité des textes applicables étaient de nature légale. Elles provenaient de l'État, elles étaient garanties par la sanction et leur caractère juridique ne faisait pas de problème. Et voilà qu'aujourd'hui, avec les transformations du droit et de l'État, toute cette situation se calme, cette certitude se transforme. Nous rencontrons toutes sortes d'anomalies, pour reprendre le concept que nous avions introduit hier. Par exemple, nous rencontrons quantité de sources du droit non étatiques. Donc des textes qui font autorité, qui exercent de toute évidence des effets de droit, mais dont l'origine n'est pas étatique ni même publique, donc des textes privés. D'autre part, nous rencontrons aujourd'hui quantité de sources du droit qui ne sont pas accompagnées de la sanction, donc qui ne sont pas contraignantes, soft law, des recommandations, des directives. Et nous nous demandons, est-ce là des sources du droit ? Ensuite, nous rencontrons aujourd'hui quantité de textes qui exercent des effets juridiques dans notre ordre juridique interne, mais qui ne sont pas d'origine nationale. Et enfin, quatrième source de perplexité, quatrième anomalie, nous rencontrons quantité de normes qui exercent des effets normatifs que nous aurions envie d'appeler des effets juridiques et qui ne sont pas directement juridiques, comme des normes comptables ou des normes managériales. Permettez-moi de donner quelques exemples dans les différentes branches de droit, parce que ce sont toutes les branches du droit qui sont affectées par le phénomène. En droit privé, ou en droit économique privé, nous rencontrons les codes de bonne conduite que les entreprises adoptent plus ou moins spontanément. Nous rencontrons des contrats types. Et plus importante, c'est la question de savoir quel est notre matériau de base, sur quoi travaillons-nous, quels sont les textes qui font autorité. C'était une question qui ne posait pas trop de problèmes jusqu'il y a quelques années. On se contentait de s'interroger sur des questions limites, en sachant que, selon ce que nous avons exposé hier, la loi était évidemment la source centrale de nos systèmes juridiques, positivistes, étatistes, légalistes. Nous disposions d'une constitution dans la plupart des pays, nous disposions de codes qui rassemblaient les lois établies et nous n'avions pas trop d'angoisse à nous faire, pas trop de soucis. Nous savions que la jurisprudence appliquait la loi, que la doctrine en faisait un commentaire savant. Nous savions que survivaient en marge de la loi quelques coutumes. Bref, la hiérarchie des normes, le catalogue des sources était relativement peu problématique. Les questions qu'on se posait, c'était de savoir, par exemple, si la jurisprudence des actes juridiques standards, des clauses juridiques standards, qui sont appliquées dans d'innombrables actes juridiques, qui ont des effets juridiques évidents, comme la loi, elles ont un effet général, bien au-delà du contrat particulier, et on se demande, est-ce que c'est des sources
juridique. En droit administratif, nous rencontrons ce qu'on a pu appeler des petites sources, des sources situées très bas dans la hiérarchie normative, et pourtant qui sont extrêmement effectives, qui ont un effet extrêmement pratique sur le terrain. Je pense à des circulaires ministériels, à des directives, à des notes de service adoptées au sein même des administrations. Permettez-moi de donner un exemple dans une matière que je connais mieux. J'ai été très longtemps vice-recteur de mon université, et donc j'ai dû beaucoup travailler à la législation universitaire. Eh bien, je peux vous dire que les textes, les normes qui étaient les plus importantes dans la pratique, c'était les interprétations données par les délégués du gouvernement, les représentants du ministre de l'Éducation supérieure, des interprétations de textes. Or, cette source de droit-là n'existe pas. Vamos a continuar con el seminario del profesor François Host, ahora con el tema de fuentes del derecho. Como la dinámica de ayer, primero su exposición y después abrimos el espacio de preguntas y respuestas. Merci, professeur Boniface. Merci une fois de plus de votre accueil ici au CIDE. Bonjour à tous et à toutes. Et je suis très heureux de pouvoir poursuivre aujourd'hui notre réflexion commune sur la théorie du droit à partir d'une question extrêmement basique, extrêmement simple, mais fondamentale pour nous les juristes. Quelles sont les sources du droit ? On ne peut pas trouver une question plus simple.